Michel Foucault, Les mots et les choses. Chapitre 1. Les suivantes. Le peintre est légèrement en retrait du tableau. Il jette un coup d'œil sur le modèle. Peut-être s'agit-il d'ajouter une dernière touche. Mais il se peut aussi que le premier trait encore n'ait pas été posé. Le bras qui tient le pinceau est replié sur la gauche, dans la direction de la palette. Il est, pour un instant, immobile entre la toile et les couleurs. Cette main habile est suspendue au regard, et le regard, en retour, repose sur le geste arrêté. Entre la fine pointe du pinceau et l'acier du regard, le spectacle va libérer son volume. Non sans un système subtil d'esquive. En prenant un peu de distance, le peintre s'est placé à côté de l'ouvrage auquel il travaille, c'est-à-dire que pour le spectateur qui actuellement le regarde, il est à droite de son tableau qui, lui, occupe toute l'extrême gauche. À ce même spectateur, le tableau tourne le dos. On ne peut en percevoir que l'envers, avec l'immense châssis qui le soutient. Le peintre, en revanche, est parfaitement visible dans toute sa stature. En tout cas, il n'est pas masqué par la haute toile qui, peut-être, va l'absorber tout à l'heure, lorsque, faisant un pas vers elle, il se remettra à son travail. Sans doute vient-il, à l'instant même, d'apparaître aux yeux du spectateur, surgissant de cette sorte de grande cage virtuelle que projette vers l'arrière la surface qu'il est en train de peindre. On peut le voir maintenant, en un instant d'arrêt, au centre neutre de cette oscillation, sa taille sombre, son visage clair sont mitoyens du visible et de l'invisible, sortant de cette toile qui nous échappe. Il émerge à nos yeux. Mais lorsque bientôt il fera un pas vers la droite, en se dérobant à nos regards, il se trouvera placé juste en face de la toile qu'il est en train de peindre. Il entrera dans cette région où son tableau, négligé un instant, va, pour lui, redevenir visible sans ombre ni réticence, comme si le peintre ne pouvait à la fois être vu sur le tableau où il est représenté et voir celui où il s'emploie à représenter quelque chose. Il règne au seuil de ces deux visibilités incompatibles. Le peintre regarde, le visage légèrement tourné et la tête penchée vers l'épaule. Il fixe un point invisible, mais que nous, les spectateurs, nous pouvons aisément assigner puisque ce point, c'est nous-mêmes, notre corps, notre visage, nos yeux. Le spectacle qu'il observe est donc deux fois invisible, puisqu'il n'est pas représenté dans l'espace du tableau, mais puisqu'il se situe précisément en ce point aveugle, en cette cache essentielle où se dérobe pour nous-mêmes notre regard au moment où nous regardons.
Et pourtant, cette invisibilité, comment pourrions-nous éviter de la voir, là, sous nos yeux, puisqu'elle a, dans le tableau lui-même, son sensible équivalent, sa figure scellée? On pourrait en effet deviner ce que le peintre regarde, s'il était possible de jeter les yeux sur la toile à laquelle il s'applique. Mais de celle-ci, on n'aperçoit que la trame, les montants à l'horizontale et à la verticale, l'oblique du chevalet, du tableau réel, et qui figure l'envers de la toile représentée, restitue sous les espèces d'une surface l'invisibilité en profondeur de ce que l'artiste contemple, cet espace où nous sommes, que nous sommes. Des yeux du peintre à ce qu'il regarde, une ligne impérieuse est tracée que nous ne saurions éviter, nous qui regardons. Elle traverse le tableau réel et rejoint en avant de sa surface ce lieu d'où nous voyons le peintre qui nous observe. Ce pointillé nous atteint immanquablement et nous lie à la représentation du tableau. En apparence, ce lieu est simple. Il est de pure réciprocité. Nous regardons un tableau d'où un peintre à son tour nous contemple. Rien de plus qu'une face à face. Rien de plus qu'un face à face. Que des yeux qui se surprennent. Que des regards droits qui en se croisant se superposent. Et pourtant cette mince ligne de visibilité en retour enveloppe tout un réseau complexe d'incertitudes, d'échanges et d'esquives. Le peintre ne dirige les yeux vers son motif. Nous autres, spectateurs, nous sommes en su, accueillis sous ce regard. Nous sommes chassés par lui, remplacés par ce qui de tout temps s'est trouvé là avant nous, par le modèle lui-même. Mais inversement, le regard du peintre adressé hors du tableau vide qui lui fait face accepte autant de modèles qui lui vient de spectateurs, en ce lieu précis, mais indifférent, le regardant et le regardé s'échangeant sans cesse. Nul regard n'est stable, ou plutôt, dans le sillon neutre du regard qui transperce la toile à la perpendiculaire, le sujet et l'objet, le spectateur et le modèle inversant leur rôle à l'infini, et la grande toile, retournée à l'extrême gauche du tableau, exerce là sa seconde fonction, obstinément invisible. Elle empêche que soit jamais repérable ni définitivement établi le rapport des regards. La fixité opaque qu'elle fait régner d'un côté rend pour toujours instable le jeu des métamorphoses qui au centre s'établit entre le spectateur et le modèle. Parce que nous ne voyons que cet envers, nous ne savons qui nous sommes, ni ce que nous faisons. Vu ou voyant, le peintre fixe actuellement un lieu qui d'instant en instant ne cesse de changer de contenu, de forme, de visage, d'identité.
Mais l'immobilité attentive de ses yeux renvoie à une autre direction qu'ils ont suivie souvent déjà, et que bientôt, à n'en pas douter, ils vont reprendre, celle de la toile immobile sur laquelle se trace, et tracer peut-être depuis longtemps et pour toujours, un portrait qui ne s'effacera jamais plus. Si bien que le regard souverain du peintre commande un triangle virtuel qui définit en son parcours ce tableau d'un tableau. Au sommet, seul point visible, les yeux de l'artiste, à la base, d'un côté, l'emplacement invisible du modèle, de l'autre, la figure probablement esquissée sur la toile retournée. Au moment où ils placent le spectateur dans le champ de leur regard, les yeux du peintre le saisissent, le contraignent à entrer dans le tableau, lui assignant un lieu à la fois privilégié et obligatoire, prélève sur lui sa lumineuse et visible espèce, et la projette sur la surface inaccessible de la toile retournée. Il voit son invisibilité rendue visible pour le peintre et transposée en une image définitivement invisible pour lui-même. Surprise qui est multipliée et rendue plus inévitable encore par un piège marginal. À l'extrême droite, le tableau reçoit sa lumière d'une fenêtre représentée selon une perspective très courte. On n'en voit guère que l'embrasure, si bien que le flux de lumière qu'elle répand largement baigne à la fois d'une même générosité deux espaces voisins, entrecroisés, mais irréductibles, la surface de la toile, avec le volume qu'elle représente, c'est-à-dire l'atelier du peintre, ou le salon dans lequel il a installé son chevalet, et en avant de cette surface, le volume réel qu'occupe le spectateur, ou encore le site irréel du modèle, et parcourant la pièce de droite à gauche, la vaste lumière dorée emporte à la fois le spectateur vers le peintre et le modèle vers la toile. C'est elle aussi qui, en éclairant le peintre, le rend visible au spectateur et fait briller comme autant de lignes d'or aux yeux du modèle le cadre de la toile énigmatique où son image, transportée, va se trouver en close. Cette fenêtre extrême, partielle, à peine indiquée, libère un jour entier et mixte qui sert de lieu commun à la représentation. Elle équilibre, à l'autre bout du tableau, la toile invisible, tout comme celle-ci, en tournant le dos au spectateur, se replie contre le tableau qui la représente et forme, par la superposition de son envers visible sur la surface du tableau porteur, le lieu, pour nous inaccessible, où scintille l'image par excellence, de même la fenêtre, pure, ouverte, instaure un espace aussi manifeste que l'autre est celui, aussi commun au peintre, au personnage, au modèle, au spectateur, que l'autre est solitaire, car nul, par une fenêtre invisible, le pur volume d'une lumière qui rend visible toute représentation,
car nul ne le regarde, pas même le peintre. De la droite s'épanche par une fenêtre invisible le pur volume d'une lumière qui rend visible toute représentation. À gauche s'étend la surface qui esquive. De l'autre côté de sa troupe visible trame la représentation qu'elle porte. La lumière, en inondant la scène, je veux dire aussi bien la pièce que la toile, la pièce représentée sur la toile et la pièce où la toile est placée, enveloppe les personnages et les spectateurs et les emporte, sous le regard du peintre, vers le lieu où son pinceau va les représenter. Mais ce lieu nous est dérobé. Nous nous regardons regardés par le peintre et rendus visibles à ses yeux par la même lumière qui nous le fait voir. Et au moment où nous allons nous saisir transcrits par sa main comme dans un miroir, nous ne pourrons surprendre de celui-ci que l'envers morne, l'autre côté d'une psyché. Or, exactement en face des spectateurs, de nous-mêmes, sur le mur qui constitue le fond de la pièce, l'auteur a représenté une série de tableaux. Et voilà que parmi toutes ces toiles suspendues, l'une d'entre elles brille d'un éclat singulier. Son cadre est plus large, plus sombre que celui des autres. Cependant, une fine ligne blanche le double vers l'intérieur, diffusant sur toute sa surface un jour malaisé, à assigner, car il ne vient de nulle part, sinon d'un espace qui lui serait intérieur. Dans ce jour étrange apparaissant deux silhouettes, et au-dessus d'elles, un peu vers l'arrière, un lourd rideau de pourpre. Les autres tableaux ne donnent guère à voir que quelques taches plus pâles à la limite d'une nuit sans profondeur. Celui-ci, au contraire, s'ouvre sur un espace en recul où des formes reconnaissables s'étageant dans une clarté qui n'appartient qu'à lui. Parmi tous ces éléments qui sont destinés à offrir des représentations, mais les contestant, les dérobant, les esquivant par leur position ou leur distance, celui-ci est le seul qui fonctionne en toute honnêteté et qui donne à voir ce qu'il doit montrer. En dépit de son éloignement, en dépit de l'ombre qui l'entoure, mais ce n'est pas un tableau, c'est un miroir. Il offre, enfin, cet enchantement du double que refusaient aussi bien les peintures éloignées que la lumière du premier plan avec la toile ironique. De toutes les représentations que représente le tableau, il est la seule visible, mais nul ne le regarde. Debout, à côté de sa toile, et l'attention toute tirée vers son modèle, le peintre ne peut voir cette glace qui brille doucement derrière lui. Les autres personnages du tableau sont pour la plupart tournés, eux aussi, vers ce qui doit se passer en avant, vers la claire invisibilité qui borde la toile, vers ce balcon de lumière où leurs regards ont à voir ceux qui les voient, et non vers ce creux sombre par quoi se ferme la chambre où ils sont représentés.
Il y a bien quelques têtes qui s'offrent de profil, mais aucune n'est suffisamment détournée pour regarder. Au fond de la pièce, ce miroir désolé, petit rectangle luisant qui n'est rien d'autre que visibilité, mais sans aucun regard qui puisse s'en emparer, la rendre actuelle et jouir du frais, mûr tout à coup de son spectacle. Il faut reconnaître que cette indifférence n'a d'égal que la sienne. Il ne reflète rien, en effet, de ce qui se trouve dans le même espace que lui, ni le peintre qui lui tourne le dos, ni les personnages au centre de la pièce. En sa claire profondeur, ce n'est pas le visible qu'il mire. Dans la peinture hollandaise, il était de tradition que les miroirs jouent un rôle de redoublement. Il répétait ce qui était donné une première fois dans le tableau, mais à l'intérieur d'un espace irréel, modifié, rétréci, recourbé. On y voyait la même chose que dans la première instance du tableau, mais décomposé et recomposé selon une autre loi. Ici, le miroir ne dit rien de ce qui a été déjà dit. Sa position pourtant est à peu près centrale. Son bord supérieur est exactement sur la ligne qui partage en deux la hauteur du tableau. Il occupe sur le mur du fond, ou du moins sur la part de celui-ci qui est visible, une position médiane. Il devrait donc être traversé par les mêmes lignes perspectives que le tableau lui-même. On pourrait s'attendre qu'un même atelier, un même peintre, une même toile se dispose en lui selon un espace identique. Il pourrait être le double parfait. Or, il ne faut rien voir de ce que le tableau lui-même représente. Son regard immobile va saisir au-devant du tableau, dans cette région nécessairement invisible qui en forme la face extérieure, les personnages qui s'y sont disposés. Au lieu de tourner autour des objets visibles, ce miroir traverse tout le champ de la représentation, négligeant ce qu'il pourrait s'y capter. Il restitue la visibilité à ce qui demeure hors de tout regard. Mais cette invisibilité qu'il surmonte n'est pas celle du cachet. Il ne contourne pas un obstacle. Il ne détourne pas une perspective. Il s'adresse à ce qui est invisible à la fois par la structure du tableau et par son existence comme peinture. Ce qui se reflète en lui, c'est ce que tous les personnages de la toile sont en train de fixer, le regard droit devant eux. C'est donc ce qu'on pourrait voir si la toile se prolongeait vers l'avant, descendant plus bas, jusqu'à envelopper les personnages qui servent de modèle au peintre. Mais c'est aussi, puisque la toile s'arrête là, donnant à voir le peintre et son atelier, ce qui est extérieur au tableau, dans la mesure où il est tableau, c'est-à-dire fragment rectangulaire de lignes et de couleurs chargés de représenter quelque chose aux yeux du tout spectateur possible. Au fond de la pièce, ignoré de tous, le miroir
Le miroir inattendu fait luire les figures que regarde le peintre. Le peintre, en sa réalité représentée, objective, de peintre au travail, mais aussi bien les figures qui regardent le peintre, en cette réalité matérielle que les lignes et les couleurs ont déposée sur la toile. Ces deux figures sont aussi inaccessibles l'une que l'autre, mais de façon différente. La première par un effet de composition qui est propre au tableau, la seconde par la loi qui préside à l'existence même de tout tableau en général. Ici, le jeu de la représentation consiste à amener l'une à la place de l'autre. Dans une superposition instable, ces deux formes de l'invisibilité, et de les rendre aussitôt à l'autre extrémité du tableau, à ce pôle qui est le plus hautement représenté, celui d'une profondeur de reflet au creux d'une profondeur de tableau. Le miroir assure une métathèse de la visibilité qui entame à la fois l'espace représenté dans le tableau et sa nature de représentation. Il faut voir, au centre de la toile, ce qui du tableau est deux fois nécessairement invisible. Étrange façon d'appliquer au pied de la lettre, mais en le retournant, le conseil que le vieux Pachero avait donné, paraît-il, à son élève, lorsqu'il travaillait dans l'atelier de Séville, l'image doit sortir du cadre.